Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, les séances se suivent et ne se ressemblent pas. On voit toujours des bougies vertes, mais celles-ci ont ceci de particulier qu'elles sont descendantes. Autrement dit, il y a bien une force intrinsèque, il y a bien une pression à la hausse, puisque ce sont des bougies vertes, on clôture plus haut que l'on a ouvert. Mais force est de constater que les clôtures sont de plus en plus basses et on inscrit de plus en plus on inscrit de plus en plus bas, depuis 3 séances. Donc c'est véritablement un affaiblissement qu'il serait illusoire de nier. En tout cas, la zone n'est pas fortuite non plus, puisqu'on est en train de bloquer sur la zone des 71,15, 70,85, avec en ligne de mire, on ne voit pas comment on n'irait pas la chercher à un moment ou à un autre, la résistance trimestrielle des 74,00, 62,00. Je veux m'entendre les trimestriels, c'est plus clair. C'est une zone qui est importante, puisque c'est la zone finalement qui a précédé l'attaque baissière à laquelle on a assisté et qu'on devrait normalement aller chercher, au-delà de ce qui pourrait se passer à court terme. Mais néanmoins, à plus court terme, il est vrai que pour l'instant, s'affaiblit. Alors, d'ailleurs, quand vous remarquez, certains l'ont fait remarquer, et il y a la possibilité d'avoir un double top. Alors, ça va être l'occasion pour moi aujourd'hui de revenir sur 3 commentaires qui ont été laissés par de sympathiques followers sur ma vidéo YouTube. Comme j'ai rien à backtester de neuf, vu qu'il n'y a rien eu de nouveau, je pense qu'on va faire un petit peu de pédagogie. Tout d'abord, je vais vous montrer 3 messages sur lesquels je vais revenir. Le premier message, donc ça date de la dernière vidéo du CAC 40 sur laquelle j'aimerais revenir, c'est l'allusion à un double top. On m'a dit à plusieurs reprises, et encore une fois sur la dernière vidéo, je ne retrouve plus le message, mais c'était l'idée qu'on aurait actuellement un double top dont il faudrait en fait se méfier. Et on le retrouve ici. C'est dommage que tu ne parles pas du double top à comparer avec les indicateurs qui sont en divergence baissière. Je parie là-dessus. Donc effectivement, le problème des double tops, c'est que tout est un double top avant de ne pas être un double top, si vous me passez l'expression. Donc l'idée, effectivement, c'est que si on regarde le graphe, on peut se dire que là, on a les prémices d'un double top. Mais quand on regarde ce qui se passe historiquement, en fait, des double tops potentiels, il y en a tout le temps. Regardez, alors là vous avez effectivement un double top dont il fallait se méfier et qui a effectivement été suivi d'une accélération baissière avec la règle traditionnelle du balancier, c'est la distance parcourue avant, reportée par-delà, et ça vous donne l'objectif qui est généralement rallié. Le problème, c'est que pour un double top qui va fonctionner comme ça, vous allez avoir moult double top qui en fait n'étaient que des vues de l'esprit. Par exemple, là, on aurait très bien pu imaginer en temps réel qu'on avait un double top. Pourtant, derrière, on est remonté. J'en ai repéré quelques-uns pour vous qui étaient autant là, vous avez un double top qui a fonctionné effectivement aussi. Ok, donc toujours pareil, distance parcourue avant, reportée par-delà la ligne de coup ou la ligne d'eau, comme vous voulez, ça donne un objectif qui a été rallié. Je vous montre encore d'autres exemples. Voilà, ici, ce sont des double tops en fait qui n'étaient pas véritablement dangereux, qui ont simplement été des pauses. Là, vous avez en temps réel, je dis bien en temps réel, des double tops qui n'ont abouti sur rien, des double tops qui n'ont abouti sur rien, des double tops qui n'ont abouti sur rien. Donc, il faut vraiment se méfier du fameux spectre du double top, et à ce titre, du double bottom, qui finalement ne sont que des pauses. Là, vous avez des double tops également. Okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. La première des choses, c'est que quand vous voyez 2 sommets, et jusqu'à preuve du contraire, il faut simplement voir une pause avant éventuellement d'aller plus haut. Deuxième chose, si vous avez un point de vue qui est relativement, on va dire, négatif sur un indice, il faut avant tout y voir la possibilité d'une latéralisation, bref, ce qui donnerait un canal avant d'aller éventuellement chercher de nouveaux sommets, comme ici, vous voyez, vous avez votre premier top, votre deuxième top, bon, on est allé chercher la zone de bas de trading range, et puis on est reparti plus haut, là pareil, vous voyez, double top, non, on n'est même pas allé plus bas, on est directement sorti. Là, vous avez voilà, un double top, qui a amené les cours à aller tester le bas du trading range, etc. Donc, quand vous voyez un double top, pensez bien à d'abord envisager simplement un ralentissement avant un retour de la hausse. Là, regardez, certains auraient pu
au moment où on avait ça, conclure à l'existence d'un double top avec implication baissière. Vous voyez que c'est généralement pas le cas. Ensuite, lorsque vous voyez une telle latéralisation, n'oubliez pas que généralement ça correspond à quelque chose qui s'apparente à un drapeau. Et donc les drapeaux, normalement, on oscille à l'intérieur et puis on sort dans le sens du mât, c'est-à-dire vers le haut. Quatrième chose, lorsque vous voyez un double top, regardez au moins des signes d'affaiblissement, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement, avec des divergences baissières. Je vous montre là actuellement une divergence baissière. Vous voyez ici, sur cette attaque que l'on a eue ici, vous aviez bien une divergence baissière, puisque non, c'était même pas une divergence baissière, c'est maintenant qu'il y a une divergence baissière. Vous voyez, les cours en clôture font des plus hauts, j'ai bien dit en clôture, ils font des plus hauts, alors que l'indicateur, par exemple le RSI, lui fait des sommets qui sont descendants. Donc il est vrai que ça a plus de valeur que si on n'avait pas eu ça. Et dans ce cas, effectivement, on peut envisager, pourquoi pas, que l'on aille chercher le bas du trading range. Mais une fois qu'on aura fait ce trading range, cela s'apparente avant tout, on va dire, à un drapeau. Et on sait que les drapeaux, généralement, eh bien, je viens de le dire, on en sort dans le sens du mât. Okay, donc c'est la première des choses. Pourquoi est-ce que je ne parle pas du double top actuellement? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de double top pour moi. Ensuite, si vous voulez chercher des double top et des double bottom, tentez avant tout de trouver des double top et des double bottom qui viendraient buter contre une résistance ou un support tracé sur une unité de temps supérieure. Clairement, ici, pourquoi ce double top a fonctionné alors que tant d'autres n'ont pas fonctionné? Eh bien, on ne saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on était sur une zone de résistance hebdomadaire, qui a ensuite été cassée, qui est devenue support. Mais vous voyez, quand vous avez des choses comme ça qui viennent s'intercaler et qui militent pour une pause, eh bien, effectivement, votre double top ou double bottom aura plus de signification. Donc, ce qui n'est pas le cas ici, puisque tout ce que vous avez en face de vous, c'est une simple résistance journalière qui a été fabriquée. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de raisons de penser que, au-delà de ce qui pourrait se passer à court terme, on doit envisager un moment de repartir vers le haut. Donc, regardez bien déjà qu'il y a une divergence baissière, et 2, contextualiser la zone de déclenchement du double top en question. Okay. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais m'appesantir, 2 messages concernant en fait l'aparté que je vous avais soumis dans la vidéo précédente par rapport aux zones d'accumulation rationnelle. Alors c'est un message de Fifi la Filoche qui reprend une de mes phrases de la vidéo qui nous avons acheté sur les zones d'accumulation rationnelle. Tu oublies un petit détail, ton long a été stoppé au début de la hausse, donc tu n'as pas profité de cette hausse trado. Non, en fait ce qui se passe, c'est que là il y a une confusion entre, et c'est sans doute ma faute, j'ai pas été assez clair, entre 2 formats. Quand je parle du fait d'avoir profité de la hausse, je parle du fait que on a accumulé sur les zones d'accumulation rationnelle. Donc ça veut dire qu'ici je me réfère au format qui s'appelle investir à long terme avec des ETF, où je ne vends pas. Et ça va me permettre de faire le lien avec la troisième remarque, qui est que dans le format d'accumulation rationnelle, il n'y a que de l'accumulation, c'est-à-dire on achète, on ne vend jamais, en partant du principe que sur l'horizon de temps qui est celui qui nous intéresse ici, à savoir le long terme, la retraite, eh bien les marchés montent, point. Okay, le CAC 40 par exemple fonctionne de cette manière, ça monte tout le temps. Alors ça va monter au rythme, ça dépend si on tient compte des dividendes ou pas, mais en moyenne le CAC 40 va monter entre 5 et 8% selon qu'on tient compte des dividendes réinvestis ou pas. D'ailleurs je vais vous montrer le CAC 40 GR. Le CAC 40 GR, c'est le CAC 40 avec justement un réinvestissement des dividendes. Et là, quand vous regardez, je vais mettre les données mensuelles parce que ça sera plus évident. Vous voyez que c'est pas forcément plus évident parce que c'est un peu... J'ai enlevé les... Voilà. Vous voyez bien que globalement, depuis sa création dans les années 80, on a fait de la hausse et de la hausse. Il y a des consolidations,
mais ça monte tout le temps. Ça ne se voit pas quand on regarde le CAC 40 sans les dividendes réinvestis, mais on voit quand même que globalement, la tendance, elle est à la hausse. Alors là, encore une fois, c'est un petit peu plus compliqué avec la situation actuelle. On commence tout juste à revenir sur les niveaux des plus hauts des années 2000, mais étant donné que mon format, encore une fois, consiste à acheter et à réinvestir, acheter et réinvestir, on ne distribue pas les dividendes, on les réinvestit, eh bien, c'est vrai qu'on monte systématiquement vers le nord. Et à partir de là, si on considère que les indices sont faits pour monter historiquement, eh bien, je ne vends jamais. Tout ce que je fais, c'est acheter sur la zone d'accumulation rationnelle. Ce à quoi Fifi la Filoche fait allusion lorsqu'il parle du fait que j'ai été stoppé au début de la hausse, c'est parce qu'en fait, la confusion se fait par rapport justement au trade que j'avais pris de court terme. Alors, je vais essayer de vous le retrouver. C'était ici. Alors, attendez, je reviens sur mes données journalières. Et lorsqu'il y avait eu un rebond par là, ok, j'étais rentré à la louche, hein, mais vous pouvez retrouver de toute manière, c'est facile, j'étais rentré quelque part par là, et puis après j'ai été stoppé sur la première attaque baissière, etc., avec un profit qui était assez minimal par rapport à toute l'amplitude qu'il y a eu, mais je ne parle pas de ça, moi je parle des accumulations rationnelles qu'il y a eu sur ces zones-là, et desquelles je ne suis absolument pas sorti, puisque je ne sors jamais de mes zones d'accumulation rationnelle et de mes investissements de long terme. Donc voilà, la confusion elle est due au fait qu'on ne parle pas du même format. Et la troisième des choses, c'était encore par rapport à un commentaire qui a été fait sur la vidéo. Par exemple là, Joe Gibi qui regrette que ce soit monté très très vite et qu'il ne puisse pas rentrer parce qu'on est déjà bien au-dessus des zones d'accumulation rationnelle. Ou encore, alors c'est où ? Voilà, ici Nicolas qui dit ça fait un moment qu'on a quitté les zones d'accumulation rationnelle, clairement qu'est-ce qu'on fait? Et là, à ce niveau, mais là il faut suivre le format d'accumulation rationnelle pour en savoir davantage, mais l'idée effectivement c'est que dans ce format, soit on revient sur des zones d'accumulation qui sont supports, soit on attend de casser une résistance, et une fois qu'on a cassé une résistance, elle change de polarité, elle devient support. Voilà, je vous donne un exemple au hasard ici. Si je prends, c'est un exemple simplement pour illustrer, vous voyez, si on ne revient pas sur la zone d'accumulation rationnelle ici, une fois qu'on a cassé une zone de résistance, elle change de polarité, elle devient support et j'achète ici. Okay. Donc oui, évidemment, à un moment ou un autre, on abandonne les supports et on inscrit des plus hauts sans jamais y revenir, mais dans ce cas, c'est la règle de changement de polarité qui s'applique et j'en renforce sur les cassures de résistance qui deviennent support. Voilà. Je pensais que c'était assez intéressant de répondre à ces questions parce que si certains prennent la peine de poser la question, il doit y en avoir encore bien davantage qui restent comme ça dans l'incertitude et au moins ça m'a permis de venir faire le point sur ces zones d'accumulation rationnelle et sur la situation par rapport au renfort. Donc je reviens maintenant à mon graphe. Donc effectivement, que va-t-il se passer? J'en sais rien, mais si jamais ça corrige, pour l'instant, je ne vois rien d'autre tant qu'on n'a pas cassé cette zone. Par contre, une fois qu'on aura cassé cette zone, eh bien, la zone de trading range se muera en double top véritable et donc effectivement, ça nous permettrait d'envisager un retour sur le support hebdomadaire. Mais il y a encore du chemin à faire, vous l'aurez compris. Sinon, au niveau des chandeliers japonais, comme vous pouvez le constater, les bougies Aekinashi sont de moins en moins glorieuses, puisque on patine, et là, à ce niveau, ça ne ment pas. Le fait qu'on ait une première bougie rouge avec mèche haute, mèche basse qui fait suite à une première bougie verte avec mèche haute, mèche basse faisant suite elle-même à une bougie haussière, montre bien que la pression haussière est en train de s'évanouir et qu'on est plus dans l'indécision qu'autre chose. Les éléments les éléments techniques montrent que la moyenne mobile à cette période, eh bien, elle continue à jouer un rôle de support dynamique, mais elle est de plus en plus agressée, cette moyenne mobile à cette période. Donc la tendance immédiate est toujours haussière, mais in extremis. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est ascendante, on est au-dessus, pas de doute, la tendance générale est haussière. La tendance de fond est également haussière, et la tendance de long terme, donnée par la moyenne mobile à 200 jours, est haussière également. Donc pour l'instant, pas matière à s'inquiéter de ce qui se passe au-delà du très court terme. On a également
Les autres éléments, le SAR tient toujours. Ça sera un élément intéressant à suivre s'il casse, puisqu'on a testé la stratégie, on sait ce qui se passe généralement. On va pas aller trop vite en besogne, mais ça risque de se produire dès aujourd'hui, si on continue de végéter. Là, ça sera un peu plus inquiétant, mais pour l'instant, ça reste haussier, tout comme le super trend qui est haussier. Les indicateurs techniques ne donnent rien, donc on va pas perdre du temps là-dessus. Et on a Nishimoku qui est toujours pour l'instant, on va dire, robuste, même si il l'est de moins en moins. Mais on regarde le nuage, il est ascendant, on est au-dessus, donc la tendance de fond, elle est haussière. La tendance générale donnée par la Tenkan, ici, elle est haussière aussi, puisqu'on est au-dessus de la Kijun qui monte, et la tendance immédiate est encore haussière, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte. Donc, ouais, pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas matière à privilégier la baisse plutôt que la hausse. Là où on pourra éventuellement s'inquiéter davantage, c'est lorsque l'on arrivera, je le répète une deuxième fois, sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, notamment la résistance trimestrielle. Donc là, effectivement, en partant du principe que c'est pas la queue qui remue le chien et que les unités de temps longues s'imposent normalement plus souvent à la tendance courte que l'inverse, et bien là, on pourrait effectivement s'inquiéter davantage. Mais là, la seule résistance que l'on est sur l'unité de temps journalière, donc c'est fait pour être cassé. D'ailleurs, si on regarde une belle tendance, vous allez le voir, je sais que je me répète un petit peu, mais c'est important, il y a toujours des nouveaux. Chaque fois qu'il y a une hésitation, mais que on est en tendance haussière, notamment on regarde la moyenne mobile à 50 périodes qui a une excellente synthèse, eh bien on rebondit finalement. On rebondit et les congestions ne sont pas à prendre comme des prémices à une baisse marquée, mais simplement comme des respirations. Et ce qui nous amène donc, pour terminer, au trade du jour. Et les trades du jour restent toujours les mêmes, c'est-à-dire que si vous êtes haussier, si vous êtes haussier, vous pouvez effectivement parier sur le fait qu'on va consolider. Alors, où s'arrêterait la baisse? Vous l'avez compris, dans un premier temps, si on a un trading range, il faut envisager éventuellement ça, stop de protection et retour de la hausse. Si vous êtes un petit peu plus négatif sur ce qui se pourrait se passer, vous attendez que l'on baisse et vous achèterez à ce niveau. D'ailleurs, vous pouvez très bien combiner, prendre un petit peu une petite position ici, une autre position là, faire bien attention que les deux ensemble ne correspondent pas à quelque chose de supérieur à votre perte maximale, et puis parier sur le fait qu'on va remonter en se mettant dans le sens de la tendance finalement. Et si vous êtes baissier, vous pouvez effectivement considérer que on est parti pour corriger sur le bas du trading range. Alors dans ce cas, il faut soigner votre ratio gain-risque. Votre ratio gain-risque, imaginons que vous vouliez spéculer à la baisse, avec un stop de avec un objectif à 1,4, il faut que votre stop de protection il soit inférieur à 1,4. Dans l'absolu, après ça dépend des stratégies, des setups qui se déclencheraient, mais il faut au moins avoir un ratio gain-risque 1 pour 1 si vous faites les choses de manière complètement aléatoire. Mais l'idée, c'est que si on respecte ce que j'ai dit préalablement et qu'il faut trader dans le sens de la tendance haussière et des supports et des résistances sur une temps supérieure, c'est-à-dire qu'il faudrait en fait regarder les petites unités, par exemple se mettre en données 1 heure, considérez que sur les données horaires, vous avez effectivement une résistance journalière. Les résistances journalières sont plus importantes que la tendance horaire. Donc normalement, on peut envisager, en fait, c'est le jeu auquel jouent les traders en intraday depuis quelques jours. C'est-à-dire que depuis qu'on est là, on est certes en tendance journalière qui est haussière, mais sur les données horaires, les tendances horaires s'effacent devant les résistances journalières. Donc c'est pour ça que certains ont déjà pris des trades baissiers ici. Mais c'est dans cette optique-là qu'on peut prendre des trades baissiers. Donc là, actuellement, vous voyez, on est ici. Donc si vous mettez une position vendeuse avec un stop de protection au-dessus de la zone, mettons là 1%, et en visant le bas de la zone, vous êtes à 1,86. Vous voyez que là, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. Donc, c'est bon. Je terminerai en vous rappelant que si vous voulez trader sur les petites unités de temps, il vous faut un broker qui est sérieux. Si vous cherchez un broker sérieux, moi, je suis partenaire avec IG. IG, c'est un leader. Vous pouvez découvrir ses produits pour les Turbo 24, les CFD, etc. N'hésitez pas. Il y a un lien à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.